dimanche à tous, la NBA débarque à Bordeaux. C'était le thème du dernier All-Star Weekend qui s'est déroulé pendant 4 jours à New York il y a un peu plus d'une semaine. Give me 5. There you go. You have to play the playoff. Right. Vous devez arriver en playoff. Exactly. Ok, thank you and congratulations. Thank you. Au revoir. Alan. Au revoir. Yeah, to speak French. Okay. Ok. Il y a ici Sherman Douglas qui vient parler français avec nous. He tried to speak French with us. Yeah. Voilà, c'est Sherman Douglas voilà, qui écoutait, il se demandait mais quel langage sont-ils en train de parler? Tout simplement français. Nous sommes la seule chaîne européenne à venir vous présenter des matchs en direct pendant la saison régulière. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de PL Club. Vous l'avez compris, nous sommes tristes aujourd'hui. Notre rédaction est en deuil puisque Pierre van der Smissen nous a quittés hier à l'âge de 67 ans. Pierre qui a travaillé au sein de notre rédaction pendant plusieurs décennies. Alors cette émission, bien entendu, nous la dédions à Pierre et à ses proches. Salut Jean-François, salut Philippe. C'est vrai que... nous trois, en tout cas, et d'autres dans la rédaction, ont commencé leur carrière à la télé, aux côtés notamment de Pierre. Ouais, c'est plus de 20 ans de Give Me Five en sa compagnie. Moi, j'ai tout appris avec lui, en fait, donc c'est vraiment un moment très triste. Ouais, j'ai commencé, il était là, et puis il a été notre patron, puisqu'il était patron des sports, et donc on pense évidemment à lui, à tous ses proches. Et c'est une grande tristesse aujourd'hui. On lui dédie cette émission, on lui dédiera aussi les autres émissions qui seront sur nos antennes tout au long du week-end. Allez, place à la Première Ligue, et comme on le fait tous les week-ends, ou plutôt tous les jeudis, voici les plus beaux buts enregistrés le week-end dernier. Conversely, if it stays like this, what a boost for Chelsea as they head into a string of very difficult games. But Rice has pulled one back for Arsenal. Ollie Watkins has Diaby in the middle, might not need him. Watkins, 3-1. Ericsson letting it run. Dalot! Magnificent! Wire striding forwards. He's got Neil Maupay up with him, who lays it off to Mbeumo! Mudryk now. And Mudryk has got himself and has scored. Now Norgard. Brentford with 5 players inside the box. The header away to the edge of the area. Godos is going to take it on. How about that? Leon Bailey, oh great feat, 4-1. Back to Billing, promising, and it's gone in! Just snatching at things now. Rabeo under the ball. There he is! Magic for Luton Town! Once again, it's Jacob Murphy. Gordon! Beaucoup de beaux buts, vous l'avez constaté aussi, beaucoup de buts sur des tirs à distance, 8 au total. C'est vrai que ça fait du bien aussi de voir des buts pareils, parce qu'on aime beaucoup le jeu sous forme de combinaison, mais le foot, une bonne frappe, Jean-François. Vous aviez une bonne frappe. À l'époque, c'était la Bundesliga qui nous proposait des frappes comme celle-là. Ou l'équipe de Hollande dans une autre époque. Ou l'équipe de Hollande dans une autre époque. Mais les expected goals ne sont pas bons sur les frappes à distance. Alors, est-ce que les entraîneurs ont demandé à leurs joueurs de frapper moins ces dernières saisons? Non, j'en sais rien, c'est une boutade, mais évidemment que ce sont toujours des très beaux buts. Mais Christian et Vision du jeu nous a souvent dit ces dernières années qu'on frappait un peu moins, qu'on marquait un peu moins. Donc là, cette année, c'est plus. Salut Christian, vous salue, vous êtes avec nous aussi, bien entendu, comme d'habitude. C'est le week-end en Angleterre jusqu'à présent, où il y a eu le plus de buts sur tir lointain, c'est ça? Oui, avec 8 buts, c'est le record par journée cette saison. Il faut remonter, je crois, à la 3e ou la 4e journée la saison passée pour obtenir le même nombre de buts sur tir à distance. Voilà, les expected goals sont en défaveur des tirs à distance, mais quand il y a but sur un tir, il vaut aussi 1 et il fait aussi 100% d'efficacité. Donc, ce sont des buts qui rapportent des points au final. Donc, et en plus, c'est très spectaculaire. C'est spectaculaire, effectivement. Et ne dit-on pas souvent que le fait de tirer hors rectangle de loin, c'est un peu un aveu d'impuissance parce qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. On le dit souvent. Peut-être, c'est ce qu'on dit aussi, effectivement. Voici les faits marquants que l'on a retenus à l'occasion de la dernière journée. Mohamed Salah est le joueur le plus efficace, concerné par 11 buts. 7 buts et 4 assists, c'est plus que Haaland,
qui est concerné par 10 buts. Newcastle a la meilleure attaque, 24 buts. Record pour Postecoglou, 23 points sur 27. Jamais un entraîneur de Tottenham en Première Ligue n'a commencé par un tel bilan. Et puis Arsenal et Tottenham restent invaincus. Bournemouth et Sheffield n'ont pas encore gagné. Christian, Tottenham, c'est quand même assez extraordinaire le parcours des Spurs. On n'attendait pas cela véritablement en début de saison. Ils se sont à nouveau imposés le week-end dernier, c'était lundi en tout cas, contre Fulham. Magnifique. L'après Kane, c'était le grand point d'interrogation. Ben voilà, les gens ont une réponse avec un entraîneur qu'on ne connaissait pas, enfin que certaines personnes connaissaient grâce au Celtic et aussi à ses performances en équipe nationale d'Australie et au Japon. Voilà, il a une équipe qui est forte dans tous les domaines, qui est capable de faire le jeu, qui est capable d'utiliser les zones optimales de centre, mais qui est aussi capable de profiter de ce grand mal aujourd'hui, qui est cette sortie de balle où les équipes moyennes en fait favorisent les grandes équipes en essayant de sortir ce ballon. Et là, on le voit, victoire 2-0, record grâce à 2 transitions rapides suite à des mauvaises sorties de balle. C'est très chouette pour le foot d'avoir un entraîneur qui réussit comme ça et une équipe qui revient au top. Magnifique performance des Spurs. C'est pas un feu de paille non plus. On a quand même déjà la 10e journée quasiment, Jean-François. Non, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Finalement, c'est chouette pour les supporters des Spurs. Le rebond de l'après-Kane est super. Je voudrais rebondir sur ce que Christian vient de dire par rapport à ces sorties de balles et je pense qu'on va étudier ce phénomène-là pendant la saison parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a eu 8 buts sortis au rectangle et il y a eu presque autant de buts peut-être sur des erreurs directes. Donc là, voilà, peut-être que le football va recommencer à évoluer pour qu'on aille vers d'autres choses. Mais aujourd'hui, on voit qu'en tout cas, alors les entraîneurs disent l'assumer, mais je trouve quand même que ça fait beaucoup maintenant d'erreurs. Et c'est une des caractéristiques de Tottenham, justement, de presser haut dans le terrain adverse. Et donc, c'est pas du tout étonnant que ce soit eux qui marquent souvent sur ce genre de ballon-là, parce que non seulement ils ont le pressing, mais en plus ils ont la qualité technique. Avec Maddison, Son, les combinaisons qui jouent à deux, ces deux-là. On a ajouté Kulusevski. Il y a vraiment du talent. Et ce talent est en train de s'exprimer, en fait, ce qui n'était pas tout à fait le cas par le passé, parce qu'il y avait un Harry Kane qui bouchait un petit peu les horizons. C'est pas tout à fait la même équipe non plus, on en a parlé dans les émissions précédentes. Madison ajoute notamment la ligne défensive n'est plus la même, le gardien n'est plus le même, et dans l'entrejeu, il y a des joueurs qui ont pris le dessus sur ceux qui jouaient l'année dernière. Donc voilà, il y a une évolution quand même. Mais c'est vrai qu'on est séduit par cette équipe de Tottenham au niveau des résultats, au niveau de la qualité du jeu. Allez, on s'oriente vers notre première affiche du week-end. Elle va opposer Wolverhampton à Newcastle. Ce sera samedi à 18h30 en direct de Molineux, Wolverhampton 12e, Newcastle 6e. C'est pas forcément facile d'aller jouer à Molineux. Une équipe de milieu de classement, Wolverhampton, et une équipe ambitieuse, évidemment, Newcastle. Ça pourrait être un bon match, Philippe, si les Wolves sont à la hauteur. Oui, parce qu'ils sont sur 3 bons résultats consécutifs sans être battus. En plus, ils ont battu Manchester City, ils ont fait un bon match contre Aston Villa. Ils commencent à marquer un peu plus régulièrement que c'était le cas la saison dernière. Je pense que Gary O'Neill a apporté peut-être un petit peu plus de fluidité au jeu. Il y a moins de Portugais dans l'équipe aussi. Ouais. Peut-être que c'est un peu plus homogène de ce côté-là. Et face à Newcastle, il y a un coup à jouer parce que Newcastle en déplacement, c'est pas toujours aussi efficace qu'ils peuvent l'être à domicile. Ils ont un match européen dans les jambes. Ils ont un match européen qu'ils ont perdu à domicile en plus, et qui relance un peu tout dans le groupe. S'ils avaient gagné contre Dortmund, là ils avaient 7 points, ils étaient déjà très à l'aise. Ici, ils sont bloqués à 4. Bref, beaucoup d'éléments qui peuvent donner à ce match pas mal d'enjeux. Alors, on sait que Newcastle est la plus grosse attaque actuellement, mais c'est un peu forcé par le fait qu'ils ont gagné 0-8 contre Sheffield. Voilà, donc match ouvert, en tout cas, à mon avis. On y reviendra au but marqué par Newcastle, mais Christian, si cette rencontre est intéressante aussi, c'est qu'on va plus que vraisemblablement avoir les 2 meilleurs donneurs d'assists du championnat sur le terrain. Oui, une nouveauté de cette saison, c'est qu'on essaye de comparer en fait quand il y a 2 équipes qui ont un potentiel un peu différent, un peu important. Et là, on a comparé en fait Pedro Neto et Kieran Trippier qui sont les 2 meilleurs donneurs d'assists de la saison. Alors on voit à gauche Pedro Neto, on voit qu'en fait que c'est quelqu'un qui voyage partout sur le terrain et qui, par son rôle de milieu et offensif, voilà, il se retrouve à droite, il se retrouve en zone optimale de centre. On va le voir aussi dans les images après. Il est très fort dans les pénétrations. Et puis à gauche, enfin à droite de l'infographie, on a Kieran Trippier qui lui en fait est beaucoup plus sur son flanc,
Donc, il adresse des bons centres aussi dans la zone optimale et aussi, vous voyez en jaune, il peut donner des phases arrêtées. Donc, c'est différent, c'est 2 styles différents, mais c'est 2 styles très efficaces avec des postes différents. Voilà, on l'a vu ici avec Pedro Neto, il y a un effort individuel et puis pour arriver dans cette zone optimale et servir Wang sur lesquels Wolves compte beaucoup puisqu'il a quand même 5 buts. Et puis voilà, et puis il y a cette pénétration, les ballons aussi qui viennent un peu plus. Voilà, il est très haut, c'est extraordinaire le geste technique, mais il a été demandé le ballon dans la profondeur, il remet pratiquement un centre en volée et il donne le ballon à Isaac. Et puis alors il y a aussi évidemment les fortes surfaces arrêtées où ce droitier rentrant, mais ça on le sait, il marque des coups francs directs, il donne les corners et les coups francs directs. C'est une arme très importante pour Newcastle. 6 assists en 9 matchs, Jean-François, c'est pas mal. Bon, De Bruyne n'est pas là, évidemment, on sait que c'est en principe le meilleur donneur d'assists du championnat. Ils sont ces deux-là sur une base, si on fait le calcul, de 24 assists sur l'ensemble de la saison. Mais bon, il va falloir continuer. Il va falloir continuer. Trippier, on connaît sa qualité de frappe et notamment les phases arrêtées et les assists qu'il donnera encore. Donc on sait qu'il en aura encore sur phases arrêtées. Neto, c'est une excellente passe, un excellent début de saison. Et donc voilà, il faut rester aussi efficace. Je pense que Wolverhampton aura besoin, mais je ferai une autre remarque sur Wolverhampton, c'est que quelque part cette équipe a très mal démarré la saison après avoir beaucoup transféré et puis aussi un entraîneur qui est nouveau et donc peut-être que le début de saison était conditionné par ça, et puis depuis lors, ça marche pas mal. Et il faut rappeler quand même, avant ce match face à Newcastle, que Wolverhampton a battu Manchester City à domicile. Oui, c'est vrai. Donc faut quand même, cette équipe est dangereuse. Ce sera intéressant évidemment de suivre ce match, Christian, notamment les deux donneurs d'assist. La qualité de Wolverhampton, c'est quoi au niveau du jeu? Le jeu dominant placé, c'est ça? Actuellement, oui, parce qu'on a connu Wolverhampton dans les autres saisons avec une équipe qui était très basse défensivement et qui ne marquait essentiellement avec Jiménez que sur des reconversions rapides. Et aujourd'hui, on voit qu'avec Gary O'Neill, il y a quelque chose qui essaie de s'installer petit à petit. On a vu en début de saison, ils ont perdu 1-0 à Manchester United, mais ils avaient dominé cette équipe et ils méritaient de gagner. Là, regardez sur l'infographie. Aujourd'hui, il y a 6 buts sur jeu dominant placé. Et il y en a 5 sur centre. C'est la deuxième équipe qui marque le plus de buts sur centre. Alors ici, on voit il y a beaucoup de reprises et c'est des rebonds multiples, mais l'idée, c'est de passer par les flancs. Et il essaie en fait de donner quelque chose de différent à cette équipe. Et cette équipe a des ambitions de passer par les flancs, de donner des centres. Alors maintenant, il ne faut pas non plus négliger les autres domaines parce qu'ils n'ont marqué qu'un but sur jeu rapide et 2 buts sur reconversion rapide. Mais il y a une vraie identité qui commence à se dessiner. Les centres, donc, du côté de Wolverhampton. Cela dit, Philippe, derrière du côté de Newcastle, il y a de la taille aussi. Donc, ce sera intéressant. Je pense à des joueurs comme Burn, Cher, Lascelles. Oui, ça reste une défense assez solide. Ils ont pris 9 buts de mémoire en 9 rencontres, un but par match. C'est un peu plus que ce qu'ils avaient pris l'année passée où ils étaient la meilleure défense du championnat, même à la fin de la saison. Donc ça, ils ont connu un mauvais passage. 3 matchs de suite qu'ils ont perdu, mais ils avaient joué en déplacement à Manchester City. Ils ont été battus par un Brighton en déplacement qui était à ce moment-là très très bon. Et ils ont perdu ce match incroyable contre Liverpool 1-2 dans des circonstances très particulières. Donc il y a eu, ils prennent donc 6 des 9 buts dans ces 3 matchs-là. En dehors de cela, Newcastle reste quand même une défense très solide. On l'a vu aussi contre le PSG en Ligue des Champions. Ouais. On l'a vu contre Milan, où ils s'en sont sortis avec un match nul, on a dit miraculeux, mais ils ont su défendre ou empêcher en tout cas Milan de marquer. Et je pense qu'en championnat, ça reste très très difficile de leur mettre des buts. Wolverhampton, ça va un peu mieux au niveau offensif. Mais face à une équipe aussi structurée en défense que Newcastle, ça risque quand même d'être compliqué d'en mettre plus qu'un dans cette rencontre. Donc un score de 1-0 serait possible pour Wolverhampton. Plus que ça, je verrais plutôt Newcastle s'imposer. Alors. Attention, il ne faut pas faire des paris. Non, je ne fais pas de paris. Non. C'est de mauvais genre pour l'instant. Je ne fais pas de paris, je fais des pronostics, ce qui est très dangereux aussi. C'est vrai, ce qui n'est pas la même chose. Christian, la grande différence aussi, la différence qui est intéressante du côté de Wolverhampton, c'est entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. On a vraiment l'impression qu'il y a une différence d'attitude. Oui, par contre, là, il n'y a rien qui a changé par rapport aux saisons précédentes. Ils ont toujours été très, très prudents dans la première mi-temps et on le voit très clairement. Il y a 2 buts pour et 2 buts contre en première mi-temps et il y a 9 buts pour et 13 buts contre en deuxième mi-temps.
Donc, si jamais il y a des embouteillages et que vous avez raté le début du match, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas rater de but. Mais il faut être là au retour des vestiaires parce que Wolverhampton a déjà encaissé 7 buts dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, ce qui est la plus mauvaise performance cette saison. Donc voilà, il y a des choses à corriger. Est-ce que c'est une volonté tactique de mettre les choses en place, de ne pas sortir et de se dire que tout se passe en deuxième mi-temps? Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra suivre tout au cours de cette saison. Moi, je pense que ces chiffres-là sont le signe d'une équipe qui se déstructure au fur et à mesure de la rencontre. Aussi. Non, mais d'accord, elle se déstructure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à un moment donné, selon des circonstances, le jeu est beaucoup plus ouvert. Ils vont essayer certes de marquer plus, mais on voit surtout qu'ils prennent beaucoup plus de buts. Donc voilà, donc c'est une déstructuration de l'équipe. Après, je voudrais dire quand même que dans le système et le dispositif de base, on est sur un 3-4-3 avec quand même une équipe qui, et là c'est l'évolution que Christian montrait tout à l'heure, qui est peut-être plus tourné vers l'avant qu'il ne l'était avant, où on se souvient de ce bloc de Wolverhampton très bas, très structuré, très organisé, qui restait comme ça tout le temps et qui allait chipper des points ci et là. Ici, en tout cas, voilà, un dispositif de base, en tout cas, qui est mis en place pour proposer un football un peu plus ouvert, un peu plus offensif, avec des joueurs qui composent cette équipe, qui sont pas des stars, mais qui sont, pour certains, de bons joueurs de Première Ligue et qui ont un palmarès derrière eux. Mais voilà, l'évolution est évidente, tant dans les chiffres que Christian vient de nous montrer, que dans les résultats, que même dans le choix de l'entraîneur, pour le coup, parce qu'on a eu des entraîneurs portugais qui ont à peu près mené cette équipe. Il y a eu un Espagnol, je pense. Oui. Et puis voilà. Et maintenant, on est avec un profil tout à fait différent avec O'Neill. Et je trouve qu'un joueur symbolique qui revient dans le parcours, c'est Doherty, qui avait été, quand ils sont remontés de deuxième division, un joueur vraiment essentiel dans le système pour se maintenir à l'époque. Puis il est parti à Tottenham, si je me souviens bien. Il a disparu de la circulation. Il est revenu à Wolverhampton. L'année passée, on l'a quasiment pas vu. Et c'est un flanc, effectivement, qui dans un 3-5-3 peut être vraiment très utile sur le dominant placé. Doherty est symboliquement, je trouve, un des joueurs importants. C'est Semedo, c'est Aïd Nouri de l'autre côté. Enfin voilà, c'est pas mal de gars qui ont de la course, qui ont du volume. Donc c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Donc ce sera un déplacement compliqué peut-être pour les Magpies qui sont 6e. Un début de saison compliqué, vous l'avez dit, quand même 3 défaites d'affilée de la 2e à la 4e journée. Les Magpies qui revivent quand même un petit peu maintenant, 10 points sur 12, mais une défaite contre Dortmund. Ouais. Mais le fait de devoir jouer à Missman par rapport à une équipe qui n'a pas joué. Bien sûr. Mais ils sont pointés par beaucoup d'observateurs en Angleterre comme des candidats potentiels à lutter pour le titre. Pas des candidats au titre, mais même plus qu'Arsenal. Outsider pour certains. Maintenant, la Coupe d'Europe, et ça se prouve encore cette semaine, puisqu'ils ont perdu 2 joueurs importants, Isaac et Murphy, qui sont sortis sur blessure. On ne sait pas quelle sera la longueur de leur indisponibilité, mais ils joueront sûrement pas ce week-end. Murphy qui a marqué ce but incroyable ce week-end. Isaac qui fait quand même un super début de saison. Bon, bien sûr, il y a Wilson qui peut le remplacer. Ils alternent aussi. Ils ont de l'effectif à Newcastle, mais ça peut effectivement leur coûter des points. C'est 4 matchs à l'extérieur, 1 victoire seulement pour Newcastle cette saison. Donc. À City, à Brighton, ils perdent les 2 matchs. C'est vrai que c'était des déplacements compliqués, mais il faudrait convaincre quand même. C'est la meilleure attaque du championnat. On l'a déjà dit, Christian. C'est vrai, comme vous l'avez dit, Philippe, 8 buts marqués à Sheffield. 24 buts, malgré tout, il faut les mettre, hein. On a souvent pointé du doigt la saison passée que l'aspect défensif était parfait et il l'est encore cette saison et qu'ils avaient des difficultés à marquer à part dans quelques matchs en fin de saison. Mais là, on voit quand même qu'il y a quand même une production offensive qui est en progression par rapport à la saison passée. Regardez, 5 buts sur placés, c'est pas extraordinaire, mais 7 buts sur jeu de placé vers rapide. Alors on parlait notamment pourquoi il y a des tirs hors rectangle, parce qu'il y a des adversaires qui sont en place. Mais là, eux, ils parviennent à accélérer le jeu quand ils sont en possession de balle. Il y a 5 buts sur transition rapide, 5 buts sur phase arrêtée sans penalty, et puis 2 buts sur penalty. Vous voyez ici, on l'avait déjà vu dans le début de l'émission, cette sortie de balle du gardien, une passe profonde, et puis encore un ballon profond pour Callum Wilson. Voilà, ça c'est une équipe qui a des possibilités, qui a un plan A, qui n'est pas extraordinaire, qui est le jeu posé, mais qui a des alternatives, qui a des plans B et même plan C, puisque la phase arrêtée et la transition rapide fonctionnent. Donc c'est tout à leur honneur. J'espère que ça va continuer parce que c'est une équipe qui est vraiment plaisante à regarder et ils sont aussi solides défensivement. Donc pour le moment, ils ont tout.
Au niveau du... Oui, Jean-François, vous vouliez... Non, je voulais juste rajouter alors évidemment, je comprends ce que Christian vient de dire, on reste quand même avec une équipe dont on voit dans l'ADN et dans les envies, ça reste quand même dans les attaques rapides, alors qu'ils aient la possession du ballon au départ ou pas, mais il faut que ça aille quand même vite vers l'avant pour profiter des espaces. Si le bloc est fermé, l'équipe qui aura un peu il y a de la plus vitesse mal, avec Almiron, avec Wilson, etc. Voilà, quand il est, et surtout à domicile, parce qu'ils sont aussi portés par un public incroyable. St. James' Park, c'est un des plus beaux stades au niveau ambiance de la Première Ligue. Au niveau du modèle de jeu, Christian, j'ai l'impression qu'on ne joue pas beaucoup sur les flancs du côté des Magpies. C'est ce que Jean-François expliquait maintenant, hein, c'est-à-dire que voilà, quand c'est un jeu dominant placé, alors il y a des progrès par rapport à la saison passée, c'est pas encore assez performant par rapport aux autres équipes du top, mais dans le jeu rapide, comme il expliquait, et on le voit, il y a ce passage par l'axe où ils sont exceptionnels. Regardez, j'ai mis les 10 buts dans le passage par l'axe, qui sont le fruit du jeu rapide et des transitions rapides. Et voilà, c'est une équipe qui sait exploiter la vitesse. Pourquoi ? Parce qu'on a un entraîneur qui, à la base, a mis quelque chose en place défensivement. Donc, quand on dit défensivement, on est généralement plus bas, ou une action de pressing, et il profite évidemment par le chemin le plus court, qui est le passage par l'axe. Voilà, il y a des récupérations de balles, combinaisons, voilà, ça passe par l'axe et on parvient à se retrouver dans un face-à-face après 4 passes dans une combinaison rapide. Voilà, c'est la marque de fabrique d'un entraîneur qui a d'abord mis les choses en place, un peu comme Emery, c'est-à-dire qu'on est capable de bien défendre et de profiter de la vitesse. Et puis, progressivement, on va passer vers le jeu dominant placé, ce qui sera, à mon avis, l'étape supérieure pour pouvoir devenir une équipe qui sera champion cette saison ou une autre saison. Petit coup de bol quand même sur le but. Mais enfin bon, ceci dit, quand je regarde les chiffres, je me dis, ils ont joué 9 matchs cette saison, ils ont 5 victoires, 3 défaites et 1 nul. Les 3 défaites, c'est en fait dans la même période, entre le 19 août et le 2 septembre, où ils perdent 3 fois contre City, contre Brighton et la défaite contre Liverpool. Donc les 3 défaites vont ensemble. On s'était posé la question dans le PL Club en disant, est-ce que c'est le début d'une ère un peu plus problématique à Newcastle, parce qu'on a quand même connu des hauts et des bas avec ce club. Oui. Et puis finalement, non, ils redressent la barre, puisque avant la défaite ici face à Dortmund, ils étaient sur une série de 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc voilà un petit peu le schéma de cette équipe. Mais excellente reprise en main, en tout cas, de l'entraîneur après les 3 défaites consécutives. Mm-hmm. Et puis, du côté de Newcastle, il faut quand même aborder aussi l'actualité. C'est le cas Tonali. On sait qu'il est empêtré dans une histoire de Paris en Italie. 10 mois de suspension. C'est ce qu'il aurait négocié avec les autorités. Oui. Donc, ça veut dire que sa saison est terminée. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de Newcastle. Oui. Mais peut-être pourquoi ils l'ont vendu si vite. Les Italiens à l'œil au vidéo, il faut le savoir, j'imagine, puisque ce sont des histoires de Paris en Italie. Milan, pardon. Décidément, je ne sais pas pourquoi je veux absolument le mettre à l'œil. Il ira peut-être un jour, mais pas avant 10 mois. Non, c'est peut-être à cause des affaires. C'est pour ça que je n'aime pas l'enfant. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que il y a l'affaire. Tout le monde sait qu'il va être suspendu et il joue encore hier en Ligue des Champions. Il monte encore à la 65e minute. Ils utilisent le temps qu'ils peuvent encore l'utiliser. C'est pas grave. Voilà, selon ce qui s'est passé, soit c'est grave et le club devrait le suspendre aussi, soit c'est pas très grave et puis bon. Voilà. L'autorité supérieure qui va agir, donc le club suivra la décision clairement. Mais je voudrais quand même préciser que pour moi, Joelinton, Guimaraes, le passage dans l'axe, ce sont 2 clés extrêmement importantes. Tonali venait compléter ces 2-là. Je pense qu'ils ont de la ressource pour le remplacer. Mais ces 2-là, s'ils perdent un des 2, ça va être plus compliqué à remplacer. Va être compliqué, effectivement. Voilà pour cette première affiche. La deuxième affiche, et quelle affiche dont on va parler, c'est évidemment le derby de Manchester. It's the first Manchester derby of the season. Blue against red. It is one of football's great rivalries. It is one that has only intensified in recent times. It is Manchester City against Manchester United. A day to stir the soul of Mancunian football fans. From Ancoats to Wythenshawe, from Stockport to Moss Side, this football-obsessed area has 2 giant football clubs. A local derby on a global stage. Dimanche à 16h30, attention. Changement d'heure.
Ah voilà, j'allais vous demander ce que vous alliez faire dans la nuit de samedi à dimanche, mais c'était peut-être... Ça ne vous regarde ça ne me regarde pas. Mais j'allais préciser, au niveau des aiguilles, il ne faut pas oublier, effectivement. Oui, changement d'heure. Ouais, moi j'ai juste envie de dire un truc, c'est que la ville, évidemment, va se diviser en 2 couleurs. Il y aura les bleus d'un côté et les rouges de l'autre. Super match, c'est-à-dire qu'en fait, je préviens déjà les gens qui écouteront Pied Club, tout ce qu'on va dire maintenant est vrai. Ouais. Mais c'est un derby. Et donc, du coup, un derby, c'est pas un match comme un autre. Donc, ça, c'est la grande formule du football. Exactement. Non, mais bon, c'est important de le préciser. C'est vrai. Parce que voilà, parce que c'est un match où parfois ça peut être tellement surprenant. C'est vrai. Est-ce que ça risque d'être un match déséquilibré? United 8e, on sait que ça va pas très bien, un petit peu mieux, ok. City 2e, il y a une grande différence de qualité quand même. À l'heure actuelle. En principe, ça ne peut être que déséquilibré parce que c'est vrai que City a perdu 2 matchs de suite, contre Wolverhampton justement, contre Arsenal, mais depuis, ils se sont bien repris, ils l'ont encore montré en Ligue des Champions. Haaland a marqué un doublé, il a mis fin à sa panne offensive, on va dire, en Ligue des Champions. Enfin bon, ils ont tout ce qu'il faut, en plus avec un Doku qui est devenu incontournable. Vraiment, homme du match la semaine dernière, mais incroyable adaptation, incroyable apport aussi au jeu de Guardiola. C'est franchement le plus étonnant. De l'autre côté, on n'a pas tout ça. Ils s'en sortent en Ligue des Champions, mais miraculeusement, alors que Copenhague aurait dû gagner cette rencontre. Ils ont 2 fois plus de tirs au but, je pense, que Manchester. C'est un miracle qui gagne ce match. Et quand ils gagnent, c'est souvent avec des victoires courtes, 2 victoires d'affilée, 2-1 contre Brentford et 1-2 à Sheffield, avec victoire de mardi 1-0 contre Copenhague. Ça, c'est de l'acquis, Christian. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est le bilan de United contre les équipes du top 11. Et là, c'est catastrophique, tout simplement. Contre le top, c'est catastrophique, mais il nous avait déjà habitués la saison passée, notamment en déplacement, pour avoir des résultats en ayant encaissé, je crois, 27 ou 28 buts contre les équipes du top 8. Voilà, on est reparti maintenant comme la saison passée. Il n'y a pas de progression dans les matchs contre le top. Par contre, il y a 15 sur 15, 100% des points contre le bottom 12. Voilà, on va dire de 12 jusqu'à 20. Là, mais comme vous l'avez dit, Philippe, c'est toujours avec un but d'écart seulement. Ce n'est pas suffisant pour revendiquer autre chose que cette 8e place pour le moment. Là, c'était un peu... quand même... renverser la situation, mais voilà. Donc, c'est pas encore bien. Ça, on va le voir plus tard dans les domaines de jeu, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais quand on a McTominay qui est meilleur buteur de ce groupe alors qu'il était sur le banc, comme Philippe le rappelait pendant la préparation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour le moment. Et c'est impossible, avec des chiffres pareils, de jouer le haut du tableau. En foot, c'est toujours possible de gagner 1-0 dans un match où on est archi-dominé. Oui, mais quand on ne gagne pas contre les équipes... L'année dernière, ils ne gagnaient pas contre les équipes non plus. Ils ont terminé quand même... Voilà, donc... Clairement. Bon, mais moi, je ne comprends pas trop ce qui se passe du côté de Man U. Honnêtement, je dois même peut-être faire un mea culpa parce que je pensais que Ten Hag allait pouvoir peut-être mieux réussir dans l'après Cristiano Ronaldo. Parce que je trouvais qu'il y avait une bonne reprise du groupe en main, il y avait des décisions qui avaient été intéressantes, etc. Et puis, derrière ça, ça se dilate. Il y a sans doute une raison dont on parlera dans un instant sur les prestations, notamment offensives. Mais je dirais que Manchester, c'est quand même une énigme. C'est-à-dire que depuis l'ère de Sir Alex Ferguson, il n'y a quand même personne qui arrive à faire... Alors, faire miroiter, oui, mais faire véritablement démarrer la machine, non. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je ne sais pas. Au niveau offensif, Christian, donc 11e attaque quand même seulement pour Manchester United. 11 buts, c'est la même chose que Wolverhampton, pour donner un point de comparaison. Voilà. Ils ont perdu énormément de choses par rapport à la saison dernière. Vous allez nous le montrer avec l'infographie. Ils ont perdu vraiment leur force de frappe, les Red Devils. Oui, ils ont surpris la saison passée des équipes du top, comme Arsenal par exemple, avec ses ballons profonds, avec ses face-à-face. Et vous le voyez, en blanc, ce sont toutes les performances de la saison passée dans le domaine du jeu placé vers rapide. C'était 15, ils étaient les meilleurs. Ils étaient les 2e meilleurs sur transition rapide. Je crois que c'était 17 ou 18 derrière. Je crois que c'est Leicester qui était descendant, mais qui était très fort dans ce domaine-là. Et ils étaient les meilleurs, mais de très loin, avec 23 buts sur face-à-face. Et regardez en rouge, ce qu'il y a, on est à un but de chaque et 0 but sur face-à-face. Et donc, ce but que vous voyez là,
c'est l'un des seuls buts sur jeu dominant rapide avec un ballon qui vient de loin et il faut encore un exploit. C'est même pas un face-à-face, il faut une volée pour pouvoir marquer ce but. Ici, on les voit, c'est le seul but sur reconversion rapide. Il y a eu une passe et encore, il y a une temporisation. Mais l'essentiel, l'intention était vraiment de se projeter rapidement vers l'avant. C'est les deux seuls buts pour jeu rapide de Manchester United cette saison. Et ça, c'est impossible. Qu'on soit une équipe qui joue la relégation et qu'on ne marque pas dans ce domaine-là, on ne sait pas se sauver. On est une équipe du top qui ne marque pas dans ces domaines-là, on ne sait pas atteindre les 2 ou les 3 premières places. Non, allez-y. Mais un petit but seulement pour Rashford. Non, mais oui, je voulais faire une réflexion globale sur les attaquants et sur ce que j'appellerais la rentabilité des attaquants. Quand vous êtes dans un club comme Manchester United, vous dépensez beaucoup d'argent, vous avez des moyens. Les joueurs sont achetés à coût de millions. Les 80 millions, par exemple, pour Sancho, qui aujourd'hui est écarté du groupe quand même. Et les millions dépensés pour Højlund, pour Anthony, pour Martial, pour Mount, pour Sancho, etc., etc. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde ce qu'ils dépensent comme argent en termes de transfert et en termes de salaire, n'oublions pas les salaires qui vont avec, qui sont très importants. Aujourd'hui, est-ce que dans un club comme celui-là, on peut accepter cette non-rentabilité? C'est-à-dire que quand vous regardez les attaquants, Rashford a marqué une fois, Sancho, il est dehors. Mount, il est blessé, il revient juste à l'instant. Martial n'a pas marqué. Anthony n'a pas marqué. Højlund n'a pas marqué. Garnacho n'a pas marqué. Enfin, c'est hallucinant. Ça ne va pas. Il y a un vrai problème de production individuelle dans cette équipe de Manchester United. Encore une fois, McTominay, meilleur buteur. 3 buts. 2 quand il monte au jeu dans un match qui se sont menés 0-1 pendant tout le match et il marque dans les arrêts de jeu 2 buts. Oui. Depuis, il devient titulaire parce que on a l'impression qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement vu qu'il a encore marqué un but. Et c'est vrai qu'avec l'Écosse, il marque aussi facilement. Mais il y a effectivement un vrai problème. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés quand même sur le plan défensif du côté de Manchester United. On a dû rappeler Evans, Maguire joue. Alors, c'est vrai qu'il marque le but en Ligue des Champions, mais il fait des erreurs en défense. Il y a quand même un vrai problème entre ce qu'on dépense comme argent. Mais bien sûr, oui. C'est à coût de centaines de millions. On ne parle pas de quelques millions. Non, c'est des centaines de millions dépensés pour cette équipe de Manchester United. Et aujourd'hui, pour un résultat, comme on l'a vu, notamment face aux équipes du top 11. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de rentabilité par rapport aux dépenses effectuées. Et je dis ça parce que c'est marrant. Rashford, enfin c'est marrant, c'est rien de marrant pour un supporter de Manchester United d'ailleurs. Mais Rashford signe un nouveau contrat jusqu'en 2028. Et derrière, sa productivité chute complètement. Puisque l'année dernière, il était rentable, notamment dans les transitions, les attaques rapides. Donc il a signé et il dit c'est bon. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un vrai problème de projet. Quand j'ai vu le match face à Copenhague en Ligue des Champions, je me suis dit, mais quel est le plan en fait c'est quand même une équipe de Copenhague, des Danois. S'ils sont battus, il n'y a rien à dire. Mais non, évidemment. Mais surtout, il n'y a pas de plan. Alors qu'on est 3-4 niveaux au-dessus même d'un champion du Danemark, je pense. Højlund, il vient de là. il a eu peur, lui, de marquer contre son équipe, peut-être. C'est encore le seul qui aurait une excuse. Mais Christian a vu le match aussi. Et je pense qu'il dira la même chose que moi. Où est le plan de jeu, en fait? Qu'est-ce qu'on met sur le terrain pour battre Copenhague? La réponse de Christian? Des difficultés. Une équipe qui est normalement dominante parce qu'elle est plus forte, parce qu'elle a plus de moyens. Il faut essayer de pousser l'adversaire dans ses retranchements, mais le problème, c'est que le jeu dominant placé depuis que Ten Hag est arrivé, ce n'est absolument pas dans l'ADN du club, puisqu'on ne joue que sur des transitions rapides. Mais quand le bloc il est très bas, comment est-ce qu'on fait pour surprendre quelqu'un avec un bloc très bas? Eh bien, on s'expose alors après à des reconversions rapides. Donc, il n'y a pas de plan A, il n'y a qu'un plan B. Et quand le plan B ne fonctionne pas, le plan A n'est pas à la hauteur. Donc, on est dans des matchs à difficulté. Ouais, et c'est pas la qualité des joueurs, parce que le noyau, il est absolument extraordinaire. Moi, je voudrais juste peut-être revenir sur une réflexion de Cristiano Ronaldo. Au moment où il revient à Manchester United, sa réflexion, c'est de dire mais ce club, en fait, dans sa structure, n'a pas évolué. Est-ce que c'est pas ça finalement le problème? C'est-à-dire qu'on a dormi sur des lauriers et il n'y a pas de remise. Je ne sais pas, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On a fait la réflexion sur la rentabilité des attaquants, on peut faire la réflexion sur la rentabilité tout court. Ce que ces gens dépensent chaque année et pourquoi finalement, pour gagner quoi?
très peu de choses. Bon, Manchester City à présent qui dépense aussi de l'argent, mais enfin là au moins il y a des résultats. 2 défaites récemment à Wolverhampton et à Arsenal, on en a parlé, mais une victoire contre Brighton 2-1. On sait que gagner contre Brighton c'est pas évident. Une victoire hier aussi à Berne 1-3 en Ligue des Champions, donc une équipe, on s'était dit, bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour City après les défaites? Ils sont en train de démontrer que, voilà, ils ont quand même retrouvé... Je n'étais pas très inquiet. Non. Pour être honnête. Non. Je n'étais pas très inquiet. La seule chose, c'est qu'ils ont voyagé cette semaine et que Manchester United n'a pas voyagé, sera resté à domicile en Ligue des Champions. Donc, un petit voyage en Suisse. Voilà, c'est pas énorme, mais enfin bon. Deuxième petite inquiétude, par rapport au match face à Brighton, il mène 2-0 après un quart d'heure. Brighton n'est pas venu en première mi-temps. Ils n'étaient pas sur le terrain, ils auraient pu en marquer plus. Et puis en deuxième mi-temps, c'est l'inverse. Brighton est revenu, alors ils se sont fait sermonner, j'imagine, avec des intentions. Et Man City a vraiment laissé jouer. Ils auraient très bien pu avoir des problèmes en fin de rencontre. Donc il y avait un peu une démission. Alors c'est peut-être parce qu'il y avait la Ligue des Champions aussi. Et en plus, il y a de nouveau cette carte rouge en fin de match. C'est Akanji qui la prend. Il y a eu celle de Rodri qui a quand même coûté cher parce que pendant la période où il n'est pas là... Ça, pour le coup, elle a coûté cher. Parce que quand il ne joue pas, ils perdent, entre guillemets. Akanji, ce n'est pas la même chose. Mais ça dénote un état d'esprit qui est un petit peu suffisant. Et le contraste total avec ça, pour moi, c'est Doku, qui lui, tout sauf suffisant sur le terrain. Il donne tout ce qu'il a. D'autres joueurs, je n'ai pas tout à fait le sentiment. Il faudra quand même se méfier face à une équipe qui est vraiment blessée. Manchester United était un animal gravement blessé, je pense. Donc, ils peuvent être très dangereux ce week-end. Au niveau du collectif, Christian, la force de City, c'est le jeu dominant placé. Ce n'est pas véritablement nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau, mais on a vu aussi que la saison passée, c'était grâce à la transition rapide qu'ils avaient quand même émergé en fin de saison, puisqu'ils avaient marqué 17 ou 18 buts comme ça. Cette saison, l'ensemble des buts marqués, c'est toujours bien réparti, sauf cette transition rapide. Et l'unique fois où ils ont marqué sur transition rapide, c'est justement ce deuxième but contre Brighton en récupérant ce ballon de mauvaise sortie de balle, encore une. Et donc voilà, ça c'est un peu inquiétant. Le jeu dominant placé, Doku qui parvient à s'intégrer rapidement. De toute façon, s'il ne s'intègre pas, il y a Grealish derrière, il y a Bernardo Silva, il y a Foden. Donc ça, c'est pas inquiétant pour l'identité du jeu. Par contre, ça c'est inquiétant parce qu'on sait que cette transition rapide, c'est très important. Et cette saison, on passe vraiment de tout à rien. Donc, il faudrait en fait récupérer dans des matchs importants, surtout des matchs du top, comme notamment dans un derby. Il va falloir exploiter à nouveau cette transition rapide pour être performant et avoir une saison plus relaxe. Est-ce qu'il n'y a pas une raison, Christian, à ça? C'est l'absence, pour le coup, de De Bruyne. Dans ce schéma-là, dans ce domaine-là. J'ai le sentiment que c'est le joueur parfait justement pour les transitions rapides. Donc est-ce que son absence ne pèse pas sur ce domaine-là du jeu? Tout à fait. Vous vous rappelez quand on avait fait le tableau avec la corrélation entre les assists et les buts, enfin les assists de De Bruyne et les assists de Haaland, on avait vu les différentes périodes. Évidemment que bien sûr que on a vu souvent quand il se déporte sur le côté droit et qu'il donne ce centre dans cette zone optimale, il était très important à l'assist, mais aussi il est très important dans la première transition, dans la première récupération. Et souvent quand De Bruyne était là, le bloc équipe défensivement était plus bas parce qu'on sait que dans une première intention, De Bruyne peut trouver Haaland dans la profondeur pour des face-à-face. Là, évidemment, il n'est pas là. Et actuellement, il n'y a aucun joueur qui est capable de donner cette passe longue. En ce qui concerne l'origine des buts, Christian, tout se passe dans les 30 derniers mètres du côté de City, à peu près. Oui, on regarde directement l'infographie si c'est possible, parce que j'ai déterminé les différentes couleurs. Voilà, vous voyez en bleu, c'est le jeu dominant placé, c'est tout le temps dans cette zone optimale. Et on voit, j'ai mis Doku parce qu'évidemment, il y a un de ces buts qui fait partie de ces assists-là, notamment lors de le dernier week-end. Et puis, il y a en plus clair, en jaune, les ballons qui sont dans le jeu rapide, dans cette jeu placé vers rapide. Et puis en rouge, vous voyez, c'est le seul but avec la récupération de balles sur des transitions rapides. Donc, il y a le plan A. Ce plan A, c'est la zone optimale, le jeu dominant placé, les centres. Il y a le passage par l'axe, un peu moins depuis que De Bruyne n'est pas là. Et puis, il faut absolument améliorer cette transition rapide. Là, ça c'est le classique. On l'a démontré plusieurs fois depuis 2 ans, depuis le début de l'émission. Voilà, on les voit, mais il faut retrouver ça. C'est ça qu'il faut retrouver. C'est cette première passe, cette première intention où là, on n'a pas besoin de laisser le bloc équipe en place pour se retrouver dans des face-à-face. Ça, c'est exactement
ce qu'il faut utiliser quand le plan A ne fonctionne pas. Avec un Doku, effectivement, comme Philippe l'a dit, qui est titulaire indiscutable à l'heure actuelle et qui marque son territoire. Cela dit, Christian, quand on parlait avec vous pour préparer l'émission, vous m'avez dit Doku c'est bien, attention, il ne faut pas s'enflammer. Il y a encore quand même du travail pour être vraiment efficace. Oui, quand on observe les chiffres, alors il y a toujours perception is reality. Alors évidemment, j'en parlais avec Jean-François dans la préparation aussi, il y a ce qu'on voit, donc ce que nos yeux voient, c'est-à-dire quelqu'un qui est très explosif, quelqu'un qui peut très rapidement éliminer un homme et déborder. Donc, on l'avait vu d'ailleurs quand il avait joué contre l'Italie avec la Belgique. Mais dans l'efficacité, dans la réalité, alors il a marqué quelques buts avec Rennes la saison passée, mais il n'a donné que 2 assists, et c'était 2 contre 3 qui étaient descendants la saison passée. Donc, entre la réalité, entre ce qu'on voit, entre les dribbles qui sont magnifiques, et l'efficacité, il faut quand même savoir que quand il est monté contre Arsenal, on pensait réellement qu'il allait faire tourner Zinchenko et Kyle Walker. Il a tenté 5 dribbles, il en a réussi 1 et c'était au milieu de terrain. Donc quand il joue contre des adversaires beaucoup plus élevés et qui n'a pas cette possibilité de répéter 10-15 fois sur le match ces dribbles-là, il est moins efficace, mais je suis sûr qu'évidemment, il a toutes les qualités pour grandir dans cette équipe de Pep Guardiola et il sera un joueur évidemment important pour le futur, ça c'est sûr et certain. Il n'a que 21 ans. Oui, il a une marge de progression qui est absolument énorme. Et moi, je discutais, parce que c'est la discussion qu'on avait avec Christian dans la préparation, c'est vrai que je disais, quand on pense au football moderne, qu'est-ce qu'on demande dans le football moderne? D'avoir de la vitesse et d'avoir aussi de la puissance et d'avoir... Donc tout ça est là. L'explosivité. Voilà. Mais depuis qu'il est au Sporting d'Anderlecht, la chose qu'il faut améliorer chez lui, c'est la qualité du dernier geste. Dans la finition. Et donc, voilà, donc il y a cette marge de progression. Il y a des joueurs qui arrivent et d'autres qui, parfois, peuvent stagner. J'espère que ce ne sera pas son cas à lui, mais qui, à un moment donné, stagnent dans cette progression-là et dans cette qualité-là. C'était le cas contre Brighton aussi, hein, parce que les 2 premiers débordements qu'il fait, il repique à l'intérieur, il tente une frappe enroulée pied droit et elle passe chaque fois à plusieurs mètres du but, jusqu'au moment où il donne cette assise pour Alvarez. Et je pense que Christian a tout à fait raison. C'est plus dans le collectif qui va vraiment réussir. Alors je trouve que sa complémentarité avec un joueur comme Alvarez est vraiment intéressante parce que les deux se trouvent très très facilement. Ils ont tous les deux un bagage technique vraiment important. Donc ces deux-là ensemble, ils jouent beaucoup ensemble. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'on donne beaucoup le ballon à Doku pour initier les actions. Mais je pense que ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Que l'équipe s'appuie beaucoup sur lui, ça dit aussi que l'intégration est excellente et que les autres joueurs ont confiance en lui. Ça c'est important. 2 choses importantes: la confiance que ses coéquipiers ont en lui et la peur que les adversaires ont de lui, parce qu'ils savent aussi que ça peut aller extrêmement vite, et donc il y a cette petite méfiance. J'ai un mot à dire sur le derby de Manchester encore, parce que comme j'ai dit que c'était un match pas comme les autres. C'est la saison dernière, il faut se souvenir que Fernandes et Rashford avaient été les auteurs des 2 buts qui avaient permis à Man U de battre Man City. Donc la clé est là. Non, je ne sais rien, je dis ça pour dire que ce match est loin d'être joué parce que c'est un derby. Allez, on va récapituler ensemble maintenant le programme qui nous attend ce week-end, ce programme alléchant. Crystal Palace, Tottenham, sur Divertissez-vous, c'est le match d'ouverture, c'est demain. Vendredi, ouais. Chelsea, Brentford, Arsenal, Sheffield United, Wolverhampton, Newcastle, on en a parlé. Et puis le dimanche, West Ham, Everton, Goals of the Day, comme d'habitude avec vous, Philippe. Ouais, ce sera Liverpool face à Sheffield. Et puis Manchester United. Non, Nottingham. D'accord. Nottingham, pardon. Okay. Le derby de Manchester. Un match pour vous ce week-end, Jean-François? Non, l'Europe de 11 lundi, par contre. Ah, bah, ça suffit. Hein. Voilà. Mais il y aura aussi Discord, évidemment. Ça prend du temps de préparer l'Europe de 11. Discord et les discussions avec Christian pendant le match, le derby de Manchester, bien sûr. Effectivement. Christian, vous nous rappelez rapidement, puisque maintenant on connaît tout doucement cette application, le principe? On se connecte avec nos abonnés les plus fidèles qui viennent à chaque fois pour suivre les matchs en direct. Et alors on répond à leurs questions et on partage avec eux lorsqu'ils ont une réflexion, une interrogation. Et ça se passe de mieux en mieux. On a de plus en plus de fidèles et c'est vraiment très sympa de faire ça avec eux. Est-ce qu'un abonné vous a déjà appris quelque chose que vous ne saviez pas, Christian? Pas dire non. Je pose rarement des questions, donc c'est plutôt moi qui réponds, mais échange et sur les échanges qu'ils ont parfois entre abonnés, j'essaie d'intervenir en disant voilà, il y a une autre perspective, que ce que vous en pensez, et ça se passe très très bien comme ça.
Ok, parfait. Merci Christian. On vous retrouvera donc dimanche. On va tout doucement conclure cette émission en rappelant que vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. X. X, c'est vrai, maintenant c'est X. Merci Jean-François, merci Phil, merci Christian. On se retrouve tout au long du week-end évidemment pour commenter les rencontres. Et pour PL Club, ce sera jeudi prochain. Passez une belle fin de semaine et un bon week-end. À très bientôt. Bye bye.